Merci beaucoup de votre invitation. C'est vrai que les Amis du monde diplomatique forment une structure précieuse où il est permis d'avoir des débats sur le fond. C'est pourquoi j'essaierai d'être relativement succinct, puisque l'essentiel est, je pense, d'échanger entre nous. Ce livre, Les classes populaires et le Front National, coordonné avec Gérard Mauger, est un livre d'enquête collective. Il y en a quelques-uns ici. C'est cofinancé avec la Fondation Copernic. 10 €, c'est le prix d'un paquet de cigarettes. Ça ne nuit pas gravement à la santé, ce livre, mais ça nuit gravement peut-être à quelques idées fausses, relativement, non pas au Front National, qui n'est pas notre objet, mais au vote pour le Front National. Et ce n'est pas la même chose. Et je voudrais commencer par pointer 4 idées fausses relativement au vote Front National pour venir ensuite sur, disons, 2 séries de causes un peu structurelles qui peuvent expliquer son volume. La première idée fausse relativement au vote Front National est que c'est réglé, et que cette histoire est pliée, et que les barricades de papier qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir, d'une certaine façon, ont fait barrage au Front National, et pour longtemps l'ont éconduit. C'est une idée qui est une idée extrêmement rapide, puisque, à l'inverse, le Front National a réalisé, au second tour de l'élection présidentielle, un résultat historique. Historique, considérable, 10,6 millions de personnes, ce qui représente, rapporté aux inscrits, non pas aux votants, mais aux inscrits, 22,4%. 22,4% des inscrits dans ce pays ont voté Marine Le Pen. Donc, la question des votes Front National est une question qui s'ouvre. Et ce n'est évidemment strictement pas une question close. C'est une question qui s'ouvre d'autant plus que, avec les résultats aux élections législatives qui viennent, mais aussi avec la présidentielle, avec les résultats aux élections municipales notamment, le Front National détient de plus en plus d'argent, de plus en plus de moyens, de plus en plus d'élus, et donc de plus en plus un appareil susceptible d'offrir des services d'espèces très diverses, parfois des logements, parfois des aides administratives, parfois des aides juridiques. De plus en plus de services d'espèces diverses à davantage de clients. Se forme une sorte de clientèle électorale qui souvent adhère ensuite avec la foi des nouveaux convertis. Nous avons travaillé beaucoup, puisque un certain nombre de contributeurs de l'ouvrage viennent de l'université d'Amiens, dont moi, on a travaillé beaucoup sur la Picardie, et notamment sur l'Aisne. Moi j'habite dans l'Aisne, qui est le département avec le Pas-de-Calais qui a porté le Front National en tête au second tour. Et pour ne donner qu'un exemple sur la clientélisation du Front National de personnes qui auparavant n'étaient pas spécifiquement politisées, tout au moins de façon partisane, un cas est bien connu, celui de Marie-Jeanne Parfait, c'est son nom, qui était femme de ménage à la mairie d'une petite ville, enfin chef-lieu de canton, qui s'appelle Marle, M-A-R-L-E, dans l'Aisne, et dont le maire, Yves Deligny, PS, était à la fois maire de Marle depuis très longtemps, président du conseil général, sénateur, président de la communauté de communes. Au premier tour, avec son binôme, aux dernières élections départementales, Marie-Jeanne Parfait l'a éjecté, proprement et simplement, et ils ont été élus. Marie-Jeanne Parfait est une femme qui, femme de ménage, vivait dans 2 anciens wagons de la SNCF désaffectés, et elle cherchait depuis 2 ans
pour son fils, pour son petit-fils, pardon, atteint d'une maladie rare, à le faire aller dans une consultation spécialisée à Paris. Elle avait démarché tous les partis, mais tous les partis s'en foutaient. Et la mairie Front National de Villers-Cotterêts s'est mise en quatre pour débloquer la situation et envoyer son petit-fils à la consultation à Paris, avec les soins qui ensuite furent consécutifs. Marie-Jeanne Parfait est une totale fan du Front National. Et on comprend pourquoi. Et j'allais dire, des cas, Marie-Jeanne Parfait, des cas de ce type, il y en a et il y en aura légion. Plus le Front National va s'implanter localement. Seconde idée fausse, l'idée que il serait possible de définir l'électeur type du Front National, qu'il y aurait un électorat. Alors c'est un vieux truc de sondeur, généralement les sondeurs disent beaucoup de bêtises et leur méthodologie est évidemment extrêmement contestable, mais il y a notamment celle-ci, l'idée qu'il y aura un électorat du Front National et que cet électorat irait croissant. Il est totalement impossible de dresser une sorte de portrait robot de l'électeur Front National. Nous parlons bien plutôt d'un conglomérat électoral volatile pour manifester sous ce terme l'idée que se retrouve le temps d'une élection, mais le temps d'une élection seulement, une masse de personnes qui usent du bulletin Le Pen, du bulletin FN, mais qui sont issus de groupes très divers, aux intérêts souvent antagonistes, et c'est pourquoi il y a pas un électorat, mais un conglomérat de groupes très divers, aux intérêts antagonistes et au degré de conviction antagoniste. Deux exemples. Le premier, c'est sans doute que on retrouve votant Front National des petits indépendants, beaucoup, des petits patrons, beaucoup, généralement avec des trajectoires sociales en dents de scie, et qui ont le sentiment d'avoir beaucoup bossé, de devoir qu'à la force de leur poignet, à leur force propre, leur réussite, et de payer pour d'autres qui profiteraient. J'y reviendrai. Et donc, ces professions indépendantes, petites professions indépendantes, petits artisans ou personnes auto-entrepreneurs, ces petites professions indépendantes, généralement, sont d'une hostilité absolue et de principe aux aides et protections sociales. Alors même qu'un grand nombre de salariés, j'y reviendrai également, votent Front National. Mais eux considèrent, non pas que ces aides et protections sociales sont le problème est, selon eux, l'usage abusif qui, en effet, notamment dans certains cas parce qu'ils qualifient d'immigrés, mais il est hors de question pour eux qu'on diminue et les services publics et les aides et protections sociales, tout simplement parce que leur survie en dépend. Premier axe d'opposition, première série d'antagonisme entre des groupes sociaux opposés. Mais on retrouve cette opposition tout autant en matière de niveau des salaires, entre les salariés et les petits indépendants, ou sur la loi El Khomri, ou sur la retraite à 60 ans, ou sur l'assurance maladie, ou sur l'assurance chômage, etc. Donc on voit bien que certains définissent à juste titre le Front National comme un catch large party, c'est-à-dire un parti attrape-tout, tout au moins oui pour l'instant, et dans la mesure aussi où il ne gouverne pas, il arrive à attraper des groupes sociaux aux intérêts non pas disparates, mais clairement opposés. Autre point, sur les votants Front National, essaient ce que par exemple permet d'apercevoir un entretien avec un fils de l'aristocratie versaillaise un peu désargenté, lui-même sous-directeur de prison, et qui dit la chose suivante, il dit qu'il va voter Front National. Il dit qu'il va voter Front National parce que, alors on voit bien où là se mélange, vous allez voir, la vie personnelle, pourrait-on dire, et puis des considérations différentes, y compris même professionnelles, etc. Il était marié avec une femme colombienne, d'origine, colombienne, médecin. Médecin chez elle, avec qui il a divorcé, ça s'est très mal passé, etc. Son discours est de dire « les étrangers ne nous respectent plus ». Les étrangers ne nous respectent plus, alors comme d'ailleurs je le vois bien en prison,
Hein, les délinquants qui rentrent, de toute façon, c'est des étrangers. Et puis, sous-entendu, ma femme... D'ailleurs, il le dit, ça a été la guerre, c'est impossible, etc., etc. Bon, bref. Etc. Donc, il faut remettre de l'ordre. Il faut aussi redonner à la France sa grandeur. Et on voit bien, là aussi, en termes de, j'allais dire, de rapport à la lignée familiale, ce que redonner à la France sa grandeur, pour ceux qui étaient la grandeur de la France, ça peut signifier. Bien. Mais en même temps, il nous dit la chose suivante, il nous dit, oh, bon, il faut un coup de massue. Je vais le donner, c'est sûr. Mais je le fais parce que je sais bien que Marine Le Pen ne passera pas. Et puis d'ailleurs, heureusement qu'elle ne passe pas. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle passe. Je vais voter pour elle, mais ce serait entre nous, si elle passait, ce serait un drame. Parce que quitter l'euro, c'est un drame. La loi El Khomri, en finir, la retraite à 60 ans, c'est un drame. Et donc, on voit bien, et il y en a quand même beaucoup de ces électeurs, qui sont des électeurs qui votent, mais qui sont des électeurs qui ne votent pas pour que, par exemple, le Front National ou Le Pen gouverne. C'est pourquoi la question du caractère composite, de l'hétérogénéité des votants Front National est quelque chose qui doit être toujours gardé à l'esprit, y compris, et j'y viendrai dans ma conclusion, pour imaginer des moyens de lutter. La troisième idée fausse que je voudrais pointer est bien sûr l'idée que les personnes votent pour un programme. Non. Dans l'Aisne, je peux vous dire que, et dans le monde rural pauvre par exemple, sans stigmatisation, mais parce que c'est juste, le Front National donc, a beaucoup progressé, hein, beaucoup gagné. Qui connaît les 144 propositions du Front National? Moi-même, je les ai regardées, mais je ne suis pas certain de me souvenir des 144. Qui connaît les propositions du Front National, par exemple, sur les donations pour les enfants? Qui connaît... Bon, bref. Les gens ne votent pas pour le Front National dans son programme, ils votent pour tout à fait autre chose, je vais revenir sur certains points, mais ils votent en une sorte de tri sélectif aussi, de ce qu'ils perçoivent de Marine Le Pen ou du Front National. Avec une attention qui est une attention discontinue, avec une valorisation de ce qui les arrange. Et puis, parfois, on n'écoute pas, ou on n'écoute que d'une oreille, ce qui nous ennuierait plutôt. J'en viens à ma quatrième idée fausse, qui est que, la plupart du temps, et c'est constitutif de l'idéologie démocratique enchantée, j'allais dire, de la célébration d'une démocratie mythologisée, enchantée, fondée sur le vote comme acte sacré, de remise de soi, qui arrange bien les professionnels de la politique, puisqu'ils doivent leur carrière justement à cette idée, que l'on voterait pour eux. Pour eux. Ce que montre cet ouvrage, c'est que la quasi-totalité des personnes, et notamment des votants Front National, ne votent pas pour le Front National. Ils votent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. En fonction de ce que déposer un bulletin Le Pen dans l'urne leur permet d'exprimer comme colère, comme souffrance sociale, comme espoir d'avenir, comme volonté d'être respectés, comme, etc., etc., liés à leurs histoires sociales particulières. Les gens ne votent pas en règle générale pour des partis, mais votent pour eux-mêmes, d'abord pour eux-mêmes, pour ce qu'ils peuvent faire de ce bulletin. Et ce décentrement est essentiel, y compris pour lutter contre le Front National. Car très longtemps, pour lutter contre le Front National, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit il faut lutter contre le Front National. Il faut lutter contre son programme, dénoncer ses incohérences, dénoncer ses manques, dénoncer les affaires, dénoncer des élus qui manquent aux libertés. Je sais si c'est vrai, mais le problème c'est que ça ne fait pas reculer le Front National. Car on ne cible pas juste en faisant quoi? En universalisant notre propre rapport, notamment celui des Amis du Monde diplomatique, mais le mien aussi, notre propre rapport informé à la politique,
concernés par la politique, impliqués par rapport à la politique, qui est notre propre rapport, mais qui n'est pas le rapport de la quasi-totalité des personnes qui votent, pour lesquelles voter, c'est comme acheter un paquet de chips. Moi, c'est ce qu'on me dit souvent, notamment dans l'Aisne. Oh, c'est grave pour toi de voter? Sincèrement, je trouve ça grave. Ça va changer quoi de toute façon? Ouais, j'ai été, je vote ça. Bon, je m'en fous. Je voterai autre chose la prochaine fois, ou je ne voudrais pas. Notre propre rapport au vote n'est pas le rapport de la population, et notamment pas du tout le rapport des votants Front National. C'est très important, je pense, de l'avoir à l'esprit, ce décentrement du regard sur le vote. Parce que ça permet de cibler juste, c'est-à-dire de cibler les causes sociales des votes Front National. Si on ne cible pas les causes sociales des votes Front National, ceux-ci, bien sûr, ne reculeront pas. Et l'on peut mouiller Marine Le Pen dans tant d'affaires ou telle autre, ou je ne sais quoi. Tout ceci, bien évidemment, ne servira à rien. On peut, à loisir, répéter qu'elle est indigne, dire que c'est très méchant d'être méchant, mais simplement les gens s'en foutent. La preuve par les urnes. Donc il faut inventer également d'autres moyens, des moyens neufs, pour essayer de contrarier cette progression des scores du Front National. J'en viens maintenant à deux éléments, pourrait-on dire, d'explication de ces votes. Grande série de causes explicatives des votes Front National tient aux réorganisations libérales à l'œuvre dans le monde du travail. Les réorganisations libérales du travail. Elles tiennent bien sûr, tout le monde est au courant ici, à la financiarisation de l'actionnariat de la plupart des grands groupes, laquelle exige une rentabilisation maximale, immédiate, d'espaces de travail conçus comme des centres d'obtention de surtravail, des centres de profit maximal, immédiat, et pour lesquels d'ailleurs les managers qui sont nommés sont souvent sortis non pas du rang comme auparavant, pas de promotion interne comme auparavant, non pas souvent d'ailleurs même d'écoles d'ingénieurs, mais la plupart du temps d'écoles de commerce. D'écoles de commerce, et ils passent en ce poste. Ils passent en ce poste pour aller en d'autres postes. Et leur promotion dépend du chiffre qu'ils réalisent dans le poste où ils sont. C'est dire que, globalement, l'heure n'est pas pour eux aux états d'âme, ni même à la considération des personnes qu'ils emploient uniquement pour réaliser du cash. Qu'est-ce qui se passe alors? À quoi assiste-t-on comme type de réorganisation? Et ensuite, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec le vote Front National? On assiste comme réorganisation à ce que montre très bien, par exemple, je prends deux exemples, montre très bien, par exemple, Marlène Banquet. Peut-être avez-vous lu ce livre, Banquet, B-E-N, Q-U-E-T, Marlène Banquet, paru à la découverte, et il y en a un autre qui est paru aux éditions du Croquant. Le premier s'appelle Encaisser, enquête en immersion dans la grande distribution, et le second aux éditions du Croquant s'appelle Les damnés de la caisse, c'est sur les caissières. Elle examine, entre autres choses, fort bien l'univers de travail et ses transformations pour les caissières. Et elle montre quoi? Et elle montre qu'on est là dans une situation d'exploitation évidemment absolue, où les horaires de travail, alors où les salaires permettent à peine bien sûr de surnager, à peine, où les horaires de travail sont perpétuellement changeants, où il y a extrêmement peu de prévisibilité, même d'une semaine à l'autre d'ailleurs, où sans cesse les personnes sont surveillées par les clients, avec des questionnaires de satisfaction, etc., sont surveillés par leur supérieur hiérarchique derrière des glaces sans teint, sont surveillés par les autres caissières, auxquelles on demande de signaler les manquements
professionnelles de leurs collègues et n'ont aucune possibilité de communiquer entre elles. Peut-être avez-vous remarqué, une caissière ne demande jamais à une autre caissière quoi que ce soit, mais immédiatement sollicite sa supérieure hiérarchique. Entre ces personnes, il n'y a que de la solitude, que de la concurrence, une concurrence de toutes contre toutes, et l'impossibilité de faire groupe, de faire corps, de se fabriquer de l'intérêt commun. D'autant que cohabitent là des générations différentes de caissières. Alors il y a beaucoup d'étudiantes, des jeunes intérimaires de contrats très courts, qui s'investissent évidemment très très peu, pour qui c'est juste un point de passage, faire du fric. Et puis, il y a cohabitant là des caissières plus anciennes, qui elles voudraient bien revendiquer, qui souvent essayent de lancer des mouvements, ça ne prend pas, et qui résistent aux injonctions de surtravail, et puis tout un lot de caissières qui sont des caissières de génération intermédiaire, qui ont été recrutées parce qu'elles adhéraient aux objectifs du supermarché, et qui sont en concurrence alors avec tout le monde pour obtenir un planning plus prévisible, de menus séjours en rayon, mais c'est moins pire, du point de vue du boulot et de la fatigue, ou bien quelques primes, etc. Voilà un groupe qui n'est pas un groupe. Voilà un groupe au travail qui n'est pas un groupe au travail. Voilà un groupe où chacun est seul. Voilà un groupe où les plus proches sont en concurrence, en conflit avec les plus proches. Voilà l'exemple même de l'impossibilité de se fabriquer, allez, si on est entre nous, on peut dire quoi? De l'intérêt de classe, une conscience de classe, de l'identité de classe. Puisque tout est fait pour qu'il n'y ait pas, entre les personnes, le sentiment des mêmes processus qui s'appliquent à soi, au principe des mêmes souffrances sociales. Cette organisation du travail sépare, isole les souffrances. Et place toutes et tous comme rivaux dans la lutte pour l'emploi et dans les luttes dans l'emploi. On l'observe également dans les usines, étudiées bien sûr, et je n'en dis qu'un mot, par Stéphane Beau et Michel Pialou, par exemple, à Sochaux ou à Montbéliard, sur les sous-traitants de Peugeot et sur Peugeot également, où vous avez là des générations différentes d'ouvriers qui sont clairement en opposition. Des ouvriers plus anciens qui ont une certaine idée des savoir-faire ouvriers, et puis des jeunes qui arrivent notamment par la sous-traitance, par les CDD, et qui manifestent beaucoup plus de docilité, parce que rentrer dans l'univers du travail a été beaucoup plus compliqué, et puis ils ne sont restés que ceux qui étaient le plus dociles, par exemple. Les plus vieux ne se sentent pas continuer, les plus vieux déplorent la fin de l'esprit d'équipe, quand il y avait une équipe, quand le travail de l'ouvrier était respecté, et les plus jeunes prennent les plus vieux comme des has-been, avec qui il n'y a pas de toute façon de possibilité d'entente minimale, on n'est pas dans le même monde, pas vraiment. Eh bien, toutes ces réorganisations, on pourrait démultiplier les exemples, toutes ces réorganisations qui, en définitive, explosent les collectifs du travail, qui les atomisent, la flexibilité s'ajoutant, l'intensification des cadences, pourrait-on dire la caporalisation des relations de travail également. Toutes ces réorganisations produisent, oui, un monde où, d'une part, il n'y a plus de patron visible, à la différence des univers du travail jusque dans les années 70, dirons-nous. Il n'y a plus de patron visible, y compris ceux que vous avez comme supérieurs sont des salariés la plupart du temps, et qui vont sauter également si d'ailleurs le centre ferme. Pour qu'il y ait lutte des classes, il faut qu'il y ait des classes. Et comme le montrent bien les Pinson et Pinson Charlot, la classe qui existe aujourd'hui mobilisée, classe d'entraide, classe d'apéro, classe de garden party, classe de... c'est la bourgeoisie, où les solidarités sont très fortes. Et face à elle, notre classe
a été explosé. Explosé. Il n'en reste rien, quasiment. Alors nous devons la reconstruire. La seconde, aux effets des modernisations libérales, mais aussi aux conflits de voisinage, aux espaces sociaux de voisins, de voisinage sur les territoires tels qu'ils s'organisent. Visibles, localisables, bien connus mais méconnus, inquiétants. Il y a vos collègues, les plus proches. Et oui, une bonne part des votes Le Pen tient à cette guerre des proches contre les plus proches qui s'observent au travail, à cette concurrence qui s'exaspère au travail, à la guerre souvent de pauvres contre de plus pauvres qu'eux, et qui interdit ce qui était la base de la gauche, la fabrication d'un intérêt commun. Parce que, juste un exemple, on ne peut plus se parler. Aux pauses, quelle pause? Souvent, il n'y a pas de pause. Pour les caissières, les pauses sont très minimales, par exemple. Les pauses, c'est tu rentres chez toi. Ou bien, quand les pauses existent, elles sont à ce point travaillées par la traque au temps mort que c'est soit pause pipi, soit pause clope, mais c'est tout. On discute guerre, on n'a pas le temps. Et puis d'ailleurs, pourquoi discuter avec des gens qui vous surveillent, avec des gens en qui on n'a pas confiance, avec des gens qui changent tout le temps, etc. Donc les conditions même de ce qui rendait le logiciel de gauche, la symbolique de la gauche, le soubassement idéologique de la gauche possible, la fabrication d'un intérêt commun entre salariés a été atteinte, ne reste plus, oui, qu'un sauf-qui-peut général, et dans ce sauf-qui-peut général, le général s'appelle Marine Le Pen. Si j'osais, je dirais que tout ceci ressemble diablement, oui, aux analyses de Marx, je crois dans les luttes des classes en France, sur les paysans parcellaires qui votèrent tous, comme un seul homme presque, dit-il, pour Louis-Napoléon Bonaparte, avec la suite que l'on sait, et Marx les décrit semblables, tous rassemblés, mais tous comme dans un sac de pommes de terre, impossible à se mélanger, clos les uns sur eux-mêmes. Et voici ce monde du travail qui ressemble diablement, je pense, à la situation des paysans parcellaires. De là à dire que Bonaparte, ça s'appelle Le Pen, il y a probablement un saut historique trop audacieux, mais tout au moins des conditions sociales qui sont assez voisines. Je reviens, pour aller vite, au second élément qui tient à, je le disais, cette guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux qui s'avive dans des relations de voisinage, dans ces espaces sociaux qui sont des espaces de voisinage, qu'on nomme souvent des territoires, mais c'est trop désincarné, parce que ce sont des espaces de relations sociales. Nous en avons travaillé 3, je vous restitue un peu rapidement ce que nous y avons vu. Tout d'abord dans les quartiers dits sensibles, quartiers HLM, etc. Où là vous aviez une classe ouvrière ancienne, et qui vote Marine Le Pen. Moins dans les grandes villes. Elle votera plus Mélenchon dans les grandes villes. Mais ailleurs, elle vote Marine Le Pen. Et qui vote Marine Le Pen. Elle est composée de familles qui, hier, espéraient s'en tirer. Elles espéraient d'abord se tirer du quartier. Elles espéraient s'en tirer en épargnant. Elles espéraient que leurs gosses s'en tireraient, qui réussirait à l'école, qu'on s'en tirerait, qu'il fallait travailler, qu'il fallait serrer les dents, mais qu'on finirait par s'en tirer. Et puis, avec ces 15-20 dernières années de libéralisme et d'austérité, leurs conditions d'existence en viennent à se rapprocher sous tous les aspects des groupes sociaux qui étaient immédiatement, pourrait-on dire, dans l'échelle sociale, plus bas qu'eux. Souvent des immigrés installés depuis moins longtemps qu'eux. Tout
dans leurs conditions objectives d'existence, les rapproche. Le chômage qui dure pour tout le monde. Le chômage qui dure, qui comprime les revenus pour tout le monde. Les HLM qui se dégradent pour tout le monde, qui se dégradent avec des dotations budgétaires aux collectivités territoriales comprimées. Une sorte de réclusion dans le quartier, bien sûr. Comment en sortirait-on? De toute façon, on n'a pas les moyens. Et puis, l'échec scolaire des enfants, qui, loin de laisser espérer une promotion intergénérationnelle, au contraire, plombe, tire les familles vers le bas. Tout rapproche ces familles qui, hier, classe ouvrière un peu installée, un peu établie, qui avaient du boulot hier, tous les rapprochent des groupes immédiatement plus bas qu'eux, et dont ils espéraient ne jamais atteindre, qui étaient comme un référent négatif. De sorte que le vote Marine Le Pen, c'est au moins la thèse que beaucoup d'auteurs défendent dans cet ouvrage, constitue alors, comme, dans le malentendu sans doute, mais comme une magie, une conjuration, un exorcisme, l'exorcisme d'être précipité dans le monde auquel on entendait échapper, la conjuration d'une dégringolade sociale, bref, ce vote est un vote très souvent, et beaucoup de témoignages longs d'entretiens, on en a fait beaucoup d'entretiens, en témoignent, ce vote est un vote de respectabilité morale. On n'est quand même pas comme eux. Pauvres, mais dignes, si l'on veut le résumer. Un vote de respectabilité morale. Un vote de distinction. On se distingue de plus bas que soi. Nous sommes là, sur ce premier terrain, dans, évidemment, des trajectoires de dégringolade sociale, de déclassement. Mais c'est là où, par exemple, l'auteur de La France périphérique, un géographe qui est sans cesse cité dans les médias, a des clés d'analyse beaucoup trop simplistes. Mais le vote pour Marine Le Pen n'est pas que cela, du tout. Il dit le vote Marine Le Pen est un vote de déclassement. Non. Par exemple, les zones pavillonnaires. Les zones pavillonnaires où beaucoup de techniciens, beaucoup d'agents de maîtrise ont voté et votent Marine Le Pen. Et là, nous ne sommes en rien dans le déclassement, pas du tout. Nous sommes chez des personnes qui se sentent propriétaires, même si ce sont des propriétaires de papier, d'une certaine façon, parce que les vrais propriétaires, c'est les banques. Mais qui se sentent propriétaires, au moins accédant à la propriété, et qui connaissent, non pas un déclassement, mais une petite promotion sociale, une petite promotion professionnelle, mais qui va moins vite qu'ils ne l'auraient imaginé, ou qui est ralentie. Et qui, du fait de ce ralentissement, du fait aussi de cette promotion professionnelle, se trouve confronté à de multiples porte-à-faux et 1000 exaspérations mêlées qui vont avec ces porte-à-faux. Hier, ils étaient les premiers des ouvriers, ce sont maintenant les derniers des cadres, n'en bougeront plus. Hier, leur savoir-faire était, comme premiers des ouvriers, très estimé, ils étaient considérés, et ils se trouvent petits cadres parmi les petits cadres, brimés, bridés par des managers gestionnaires, l'œil sur les comptes, qui n'en ont rien à foutre de leur savoir-faire. D'abord les comptes. Hier, ils étaient sommet des ouvriers, où ils se sentaient préservés du chômage. Ils se retrouvent exposés au chômage comme tout le monde. Hier, ils voyaient leurs revenus augmenter, un peu mais augmenter. Et ils ont pris des crédits en conséquence. Maintenant, leurs revenus stagnent, mais les crédits courent. Ils ont accédé aux zones pavillonnaires, ils imaginaient pour leurs enfants le destin des classes moyennes. Sauf que, faute d'héritage en capital culturel, leurs enfants réussissent moins bien, notamment, que ceux de leurs voisins. Et paradoxalement, leurs enfants deviennent les enfants à problème du coin où ils habitent. Et donc, ces personnes sont affrontées, et de multiples exemples peuvent être donnés autrement, ces personnes sont affrontées à, en fait, oui, 1000 porte-à-faux. Ils ont voté à droite, ils ont voté à gauche, ils ont voté à droite, ils ont voté à gauche, et rien n'a changé. Pour eux, ils ont le sentiment que rien n'a changé. Alors pour beaucoup d'entre eux,
voter Marine Le Pen, c'est exprimer ses mille exaspérations envers qui? Envers tous ceux qu'il côtoie, ou presque, et qui les place en porte-à-faux. Vous voyez que la logique sociale, ici, n'a à peu près strictement rien à voir avec le premier territoire envisagé. Et c'est pourquoi l'un des défis, l'une des complexités, mais qu'il faut relever d'urgence, car on ne peut pas se faire à ce que ces votes Front National continuent d'augmenter, c'est de penser l'hétérogénéité des causes sociales qui font voter Front National, des mécanismes, des processus, des univers de relations qui n'ont rien à voir et qui font voter Front National. Il n'y a pas d'équation simple pour comprendre les, et non pas les votes pour le Front National. J'en viens, pour m'acheminer vers la conclusion, au troisième terrain sur lequel nous avons travaillé, et qui, évidemment, le terrain, pourrait-on dire, le plus, pour nous, le plus travaillé, puisqu'on travaille pour beaucoup d'entre nous en Picardie, le vote Front National en monde rural appauvri, en zone rurale pauvre, par exemple dans l'Aisne. Le papier au diplôme, oui, en était une des illustrations, mais il y a beaucoup de textes, enfin quelques textes, qui me semblent importants dans l'ouvrage là-dessus. Dans ces zones, notamment dans l'Aisne, il n'y a pas d'immigrés. Ou très peu. Il n'y a jamais eu de grosses industries, des petites unités industrielles. Ce ne sont pas des terres d'immigration. Et donc c'est pourquoi lier vote Front National et conflictualité avec des immigrés de générations diverses est une simplification, vraiment, est une erreur. Surtout pour les votes Front National qui gagnent. Et notamment en monde rural pauvre. Il n'y a pas d'immigrés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux, mais pour d'autres raisons. Il n'y a pas d'immigrés, mais il n'y a plus non plus de bureaux de poste. Il n'y a plus de classes de primaire, elles ferment. Il n'y a plus de bistrot, ils ferment. Il n'y a plus de magasins, ils ferment. Je ne suis pas très majorette, mais il n'y a plus de majorette, plus de société de majorette. Je ne suis pas très chasse, pêche, nature et tradition, mais il n'y a plus de société de pêche, il n'y a plus de société de chasse. Elles peinent à se renouveler, de même que les fanfares, de même que les corps des sapeurs-pompiers volontaires, etc. Je ne suis pas très curé, loin s'en faut, il n'y a plus d'église, elles ferment. Ou chose étonnante d'ailleurs, quand arrivent des curés nouveaux, ils viennent généralement d'Afrique noire. Mais ils viennent pas souvent parce que ça ferme. Et puis c'est vendu. Ça vient, c'est vendu, parfois des hôtels, et parfois rien, parce que personne ne rachète, puisque énormément de maisons sont en vente, délabrées. Bref, tous les lieux de l'entre-soi rural d'antan, tous les lieux de l'entre-soi populaire, des lieux, les sociétés de parents d'élèves également, les lieux où se générait de l'estime de soi, où se générait de la réputation locale, où se générait de l'identité. Tous ces lieux disparaissent. Or, on pourra penser que la réputation locale, c'est pas très important après tout. Mais la réputation locale, c'est fondamental quand vous êtes immobilisé dans un village où vous vivez depuis toujours et où vous vivrez toujours. Alors, qu'est-ce qui vous reste si vous n'avez pas la réputation locale? C'est absolument essentiel. Les partis de gauche ont totalement déserté ces zones et n'ont surtout plus aucun ancrage populaire. La seule identité positive qui reste alors est être français. Je suis français. C'est l'identité ultime, quand il n'y en a plus d'autres. D'autant que, même si, bien sûr, il n'y a pas d'immigrés, alors il y a aussi, malgré tout, des conflits sociaux qui, par exemple, regardez
ce terme, s'attaque, combien de fois avons-nous entendu cela, au bougnoul blanc. Au bougnoul blanc. C'est-à-dire des gens qui sont censés, qui sont supposés vivre des allocations, vivre des aides sociales, des cassos, comme on dit, hein, que l'on dénonce, ou des jeunes dont on dit qu'ils glandent sous l'abribus. En Picardie, je vous assure, il vaut mieux par ailleurs être sous l'abribus parce qu'il pleut assez souvent, mais qui sont supposés effectivement ne pas vouloir travailler. Pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est que de toute façon, il n'y a pas de boulot. Et que ceux qui sont là, c'est pas parce qu'ils aiment être là, c'est parce qu'ils n'ont pas pu en partir. Ne sont là que ceux qui y restent, mais qui sont obligés d'y rester. Et il y a cette stigmatisation contre ceux qui sont supposés profiter, alors que soi-même, on perçoit souvent autant d'allocs. Alors que soi-même, sans les aides sociales que l'on perçoit, c'est terminé. Parce que dans cet univers, personne ne peut soutenir personne. Comme dans les collectifs de travail réorganisés par le libéralisme. Personne ne peut soutenir personne. Les anciens n'ont rien pour soutenir leurs plus jeunes, les enfants ou petits-enfants. Les petits-enfants ou enfants n'ont rien pour soutenir les plus âgés, puisqu'ils n'ont généralement pas d'emploi, ou des emplois très intermittents. Par contre arrive, et j'en suis d'ailleurs, et je m'en excuse, l'un des exemples sociaux, pourrait-on dire, arrivent de nouveaux ruraux, pourrait-on dire, entre guillemets, des gens de passage, ou de passage de résidence tout au moins, qui achètent soit des pavillons qui ne coûtent pas très cher, personne n'en veut, personne n'achète. Sauf des techniciens, des ingénieurs, ou bien des bâtiments de ferme. Les prix sont extrêmement peu chers, ce qu'on a fait avec ma femme. Bon, voilà, c'est très peu cher. Et puis après, les gens refont, etc., etc. Bon, c'est pas très loin de Paris. Hein. Mais arrive quoi? Arrive avec ces ruraux de résidence, une population neuve qui est aussi une population qui invalide la population autochtone, pourrait-on dire. Pourquoi? Parce que, d'abord, elle ne porte pas les mêmes valeurs culturelles et elle ne parle même pas la même langue. Je vous assure, en Picardie, ce n'est pas une métaphore. Elle ne parle pas la même langue. Quant au code culturel, rien de commun. Et donc, cela rajoute, y compris à l'isolement de la population autochtone. Pourquoi? Parce qu'ils développent 1001 stratégies d'évitement pour ne pas être disqualifiés par ces nouveaux arrivants. Et vous êtes bien certain que jamais ils vous inviteront. Et vous êtes bien certain que vous ne les inviterez pas tellement non plus, parce que qu'est-ce qu'on aurait à se dire? On est donc dans un monde où tout isole, et les uns et les autres, mais d'abord ceux qui y vivaient, les autochtones, qui perdent, le concept est à mon avis intéressant, leur capital d'autochtonie. C'est-à-dire tout ce qui faisait que même s'ils avaient peu de capitaux, ils avaient au moins ça, le capital d'autochtonie. Le fait d'être chez soi, d'être là, et c'est ainsi qu'il faut prendre très au sérieux ce qu'on entend dans les meetings de Marine Le Pen, hurler « on est chez nous ». On est chez nous. Et c'est aussi ça que ça veut dire. Moi j'ai des étudiants, pas d'étudiantes qui votent Front National, des étudiants, pas mal qui votent Front National. Et de fait, on a beaucoup dit qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui votaient Front National, ce qui est probable. Leurs principales revendications sont des revendications masculinistes. On est des mecs et on est français. Mais aussi on est des mecs. Pourquoi? Parce que les principales concurrences sont avec les filles. Et les filles, notamment en milieu populaire, réussissent beaucoup mieux que les garçons. Et l'un des effets du fait que les filles réussissent beaucoup mieux que les garçons, c'est que les mecs ne trouvent plus de copines. Ce qui est embêtant. Souvent. Ben oui, ce qui est une forme de dévalorisation quand même de soi. Bon.
Et les filles qu'il côtoie, elles ne veulent pas d'eux. Hein. Elles veulent mieux. Hein. Et donc, dans cette dévalorisation, dans cette rivalité, etc., se mêle, oui, une revendication de masculinité et de domination masculine, et en même temps de mecs et français, quoi. Des vrais bons petits français, pas françaises, français. Je termine vers les 2 points de ma conclusion. Le premier est extrêmement rapide. Ces 2 considérations m'amènent sur les organisations libérales des collectifs de travail, leur explosion, et puis ces conflits de voisinage, qui sont des conflits de relations sociales, où les plus pauvres s'opposent à de plus pauvres qu'eux, m'amènent à poser cette question, évidemment. Qui est responsable? Qui est responsable des votes Front National? Sont-ce ceux qui votent Front National et qui, si sociologiquement on fait son boulot, on est bien obligé de dire qu'ils ont des causes sociales puissantes, pour être amenés à considérer, quoique ce fût infiniment triste, être amenés à considérer le vote Marine Le Pen comme une solution pour eux à un moment donné, comme la possibilité d'exprimer à un moment donné ce qu'ils vivent, ou une revendication de respect, sont eux, ou bien tous ceux qui depuis des années, modernisation libérale après modernisation libérale, créent toutes les conditions pour que ces personnes abandonnées n'aient plus d'autre solution, pourrait-on dire, que de voter Front National. Et qui ensuite s'en vont sur n'importe quel plateau de télé donner à coup de tribune, donner leçon de vertu sur leçon de vertu. Juste un mot dans ce cas, puisqu'on a coutume de dire en sciences politiques pour définir le vote, que le vote, c'est la rencontre entre, d'une part, un ensemble de goûts et de dégoûts sociaux liés à des histoires sociales particulières, d'une part, et d'autre part, la structure de l'offre politique. Alors, dans ce cas-là, il faut aussi prendre en considération, j'ai parlé des histoires sociales, il faut aussi prendre en considération la nouvelle structuration de l'offre politique. Quelle est-elle? Quand on voit, par exemple, ces 3 dernières années, pour ne citer que cet exemple, Manuel Valls, qui en continu fit une publicité gratuite au Front National. Manuel Valls avait été, soi-disant, recruté pour mettre de l'ordre. Ce fut en réalité un Premier ministre faible dans son autorité ministérielle, qui ne cessa d'être constamment contesté par tous les ministres. Montebourg, Hamon, Macron, Royal, tous, avant d'être contesté par, bien sûr, les parlementaires, contesté également par la rue, heureusement. Donc ce fut un Premier ministre très faible, et souvent ce sont des faibles qui ont besoin de tant d'ostentation du coup de menton, qu'on peut aussi appeler 49.3, pour singer l'autorité. Et alors, pas Manuel Valls, qu'importe, ne traînons pas sur une ambulance, mais Manuel Valls et c'est son équipe. Que firent-ils à Matignon? Ils firent ce qu'ils avaient appris à faire dans l'espace qui les a promus, en l'espèce le ministère de l'Intérieur. Si vous regardez bien, pas le temps ici, mais si vous regardez bien, toute son équipe, arrivant place Beauvau, dans la noblesse d'État libéral, n'était même pas vicomte. Ils en sortent, je dirais, duc d'État, avant que de devenir prince de Matignon. Et dans la panique où ils sont, que font-ils du Beauvau? À Matignon, ils font du Beauvau. Ils insécurisent. Ils travaillent, premièrement, à insécuriser. Surtout et partout. Avec l'allongement de l'état d'urgence, sa prolongation, des lois sécurité en veux-tu, en voilà, etc., en gesticulant là-dessus. Bon, enfin. Mais surtout, le plus grave, bien sûr,
en ne cessant de dresser l'islam, les musulmans, comme des problèmes. D'ailleurs, globalement, pour la gauche du gouvernement, bien sûr, le peuple, qui auparavant était une cause à défendre, tend à devenir un problème à résoudre. Mais là, on a fait fort quand même. Des entretiens pour dire que les voiles à l'université sont des menaces, et puis alors les 12 ou 13 burkinis, là, menacent la République. Là, personnellement, j'ai tremblé. Et nous, j'imagine, collectivement, avons tremblé. La menace envers la République. Les républicains, dans leur rôle en rajoutant, ce furent bien sûr toutes ces années de puissantes légitimations pour les leitmotivs les plus anciens du Front National, et notamment les leitmotivs anti-musulmans. De telle sorte que oui, le champ politique, non seulement économiquement, mais aussi symboliquement, mais aussi moralement, mais aussi s'est droitisé. Et que voter Front National, c'est devenu un vote banal, ça ne l'était pas auparavant. C'est devenu un vote banal. Ça le deviendra d'autant plus qu'il y en aura davantage qui voteront Front National. Je parlais du Parti Socialiste. Qu'il me soit permis de dire cette chose qui me reste quand même sur le cœur. Nous avons un candidat socialiste qui commence sa campagne en disant, en enjoignant à tel autre, en l'espèce Mélenchon, éventuellement de se retirer parce que là, la gauche risquerait d'être au second tour. Et puis, 3 jours, 4 jours, 5 jours avant le premier tour, tout lui dit, et y compris les enquêtes un peu plus sérieuses que celles des sondeurs des renseignements généraux, qui va être à 6% ou 7%. Et que fait-il? Que fait-il? Songe-t-il, pas lui, mais son équipe, l'appareil, les élus, songe-t-il à l'intérêt supérieur des gens qu'on voit au supermarché et qui vivent une vie de misère en grappillant des coupons minuscules pour avoir des réductions minuscules sur... Pense-t-il à ces gens, un seul instant, en étant à la hauteur historique de la gauche, qui aurait été au second tour et qui peut-être aurait gagné l'élection? Marine Le Pen et le Front National s'est beaucoup targué d'être le premier parti ouvrier de France, le parti des ouvriers. Des études là, dans l'ouvrage, sont effectuées de façon, là pour le coup, assez fine, dans les derniers régionales, et où on établit qu'effectivement 50% des électeurs du Front National sont soit ouvriers, soit employés, soit ex-ouvriers, soit ex-employés. 50%. La part des ouvriers votant Front National est d'un ouvrier sur 7. Nous avons effectivement 50% des ouvriers employés, enfin 50% des votants FN qui sont soit ouvriers, soit employés, soit ex-ouvriers, mais seulement un ouvrier sur 7 vote Le Pen. Et en réalité moins, car un grand nombre d'ouvriers dans ce pays n'a pas le droit de vote, puisque est immigré, ou travailleur détaché, mais c'est moins. Est immigré, une des invraisemblances de ce quinquennat, quelques-unes, fut par exemple, probablement, de ne pas être capable d'aller jusqu'à peut-être 2 mesures de gauche. Une mesure de gauche, d'ailleurs promise par le Parti Socialiste depuis extrêmement longtemps, était le droit de vote pour les travailleurs immigrés, au moins aux élections locales. Bien. Bon. Il ne l'a pas fait, mais sous prétexte que quoi? Mais sous prétexte que quoi, au fait? Parce que voilà un parti qui avait l'exécutif, qui avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui pour la première fois gouvernait le Sénat, à condition évidemment d'aller assez vite, mais qui pour la première fois gouvernait le Sénat, qui avait la quasi-totalité des régions, la quasi-totalité des départements et la quasi-totalité des plus grosses villes. Il ne reste bien sûr au bout de 5 ans plus rien de tout ça, ce qui tout de même est un bilan historique, là aussi assez inédit.
peu d'immigrés voteraient pour Marine Le Pen. Bon, donc il y a un effet mécanique de diminution du vote Front National. Mais il y a un autre effet symbolique, qui est de dire, vous êtes ici sur ce territoire, la plupart d'entre vous travaillent ou ont travaillé, mais certainement, en l'occurrence, au moins fait une chose, ça c'est certain, paye des impôts. Paye des impôts chaque jour quand vous consommez la TVA. Et si vous connaissez l'assiette des impôts, vous savez que la TVA est évidemment le premier impôt à abonder les caisses de l'État. Ils payent des impôts, mais ils n'ont aucun droit de vote. Mais je voudrais citer un autre exemple, si vous voulez. Le Parti communiste. Auparavant, et pas pour le glorifier, loin s'en faut, mais le Parti communiste, auparavant, c'était lié aussi au centralisme démocratique, très stalinien. Hein, bon, existait au Parti communiste des écoles de cadres. Ces écoles de cadres, on formatait, hein, on est d'accord, mais formaient aussi. Et permettaient qu'accèdent au rang de responsable communiste des gens qui étaient repérés, des syndicalistes, ouvriers souvent. Ces écoles de cadres, y compris dans la critique légitime de la bureaucratie, du Staline, etc., on n'existe plus. Moralité qui reste aujourd'hui comme responsable pour le Parti communiste, reste comme responsable pour le Parti communiste des gens qui ont des capitaux qu'ils ont acquis ailleurs ou à l'école, et les responsables communistes sont de moins en moins ou ouvriers ou employés. Et donc, quand on parle de lutte des classes, encore faut-il soi-même, je pense, avoir, ne serait-ce qu'à un moment donné de sa vie, fait partie de cette classe. Travailler, c'est tout bête. Ailleurs qu'en politique. Mais si vous regardez la plupart des élites politiques, ils sont sortis du syndicalisme étudiant, où ils étaient de piètres étudiants, parce qu'ils étaient syndicalistes, je comprends, pour devenir ensuite des auxiliaires des élus, petits ou grands, puis eux-mêmes faire leur carrière. Tous. Enfin, je vous renvoie à ce livre très intéressant de Bernard Pudal, P-U-D-A-L, qui s'appelle Un monde d'effets. Un monde d'effets, qui est sur le reflux du Parti communiste, etc., où beaucoup de choses sont à prendre en considération. Bien sûr, l'explosion des collectifs de travail. Bien sûr, la désyndicalisation. Bien sûr, par exemple, mais Martinez avait lutté contre, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a déchiré sa carte du PC, le fait qu'il n'y ait plus de cellules du PC en entreprise, par exemple. Mais aussi la sociabilité qui existait tout autour du PC, c'est-à-dire les associations proches du PC. Le PC quadrillait un territoire, et progressivement, ce territoire n'a plus été quadrillé. Et progressivement, ceux qui représentaient le Parti communiste n'ont plus été des salariés populaires, véritablement. Ça commence avec U. D'ailleurs, maintenant, il est macronien. Je crois qu'il faut vraiment que l'on invente d'autres dispositifs de lutte contre le Front National et qu'on les invente d'urgence. Comment lutter contre les votes Front National? Sans doute y a-t-il 3 possibilités. Les 3 possibilités qui ont des tempos différents. Première possibilité, bien sûr, reconstruire des partis de gauche qui aient des ancrages populaires, qui soient composés d'ouvriers, d'employés. C'était le cas auparavant, et même au Parti socialiste, qu'il l'eût cru. Mais aujourd'hui, au Parti socialiste, le Parti socialiste est peuplé de cadres moyens ou de cadres supérieurs. Rien contre les cadres moyens ou supérieurs, mais bon, après, il ne faut pas s'étonner si beaucoup des membres des classes populaires ne votent pas pour eux, est peuplé de cadres moyens, cadres supérieurs, de confession libérale, surtout de professionnels de la politique, de plus en plus, ou d'auxiliaires de professionnels de la politique, qui visent eux-mêmes à devenir des professionnels de la politique, qui investissent sur leur carrière. La seconde possibilité est le développement des luttes sociales. Tout le monde sait très bien qu'avec les réformes promises par Emmanuel Macron, Marine Le Pen n'a pas gagné en 2017, en 2022, les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il n'y a plus d'assurance chômage, si la protection sociale est comprimée, si le droit du travail est encore plus cassé, si les collectifs de travail explosent davantage, Et donc on peut espérer quand même si c'est toujours compliqué, que des luttes sociales viendront contrarier ces projets, mais on ne sait jamais. Et puis resyndicaliser,
par exemple, est long. Et puis, il y a l'urgence, puisque nous ne pouvons pas attendre. Alors, ce que nous proposons, nous, la Fondation Copernic, au-delà, un article est paru, une tribune est paru dans Libération le lundi 8 mai, contre le Front National, ce sont des apéros. Généralement, quand je dis ça, les gens me regardent bizarrement, en disant jusqu'à présent, ça semblait être à peu près sérieux, et puis voilà, c'est la fin, et pète un câble. Alors que c'est probablement la partie la plus sérieuse, car la plus exigeante intellectuellement de mon exposé. Qu'est-ce que nous entendons par apéro? Si je me suis bien fait comprendre, j'ai cru dire, enfin essayer tout au moins, tenter de faire valoir le fait que les votes Le Pen tenaient pour beaucoup à la crise de l'entre-soi populaire. Partout. Au travail, dans les espaces sociaux de voisinage. Alors, il s'agit de se donner les moyens de reconstruire des lieux d'entre-soi populaire. Ces apéros ne peuvent pas être des apéros où on se met cartable. C'est pas l'idée. Ce ne sont pas des apéros genre fête de village où vous allez être 350 avec l'accordéon qu'il faut et puis ce sera une guinguette sympa, mais on va pas se parler. C'est pas ça l'idée. C'est plutôt des trucs de petit format. Ces apéros ne peuvent pas être des cubis de rouge ou du Ricard, mais aussi du thé, mais aussi du couscous, mais aussi des loukoums, d'abord parce que c'est bon, et puis parce que il faut que tout le monde puisse venir, et puis ça existe déjà, bien sûr, dans beaucoup de centres d'action sociale, où des familles comoréennes, des familles d'origine indienne ou pakistanaise, des familles apportent ce qui fait leur tradition culinaire, par exemple, et où tout se mélange, et où c'est vachement sympa. Plein de choses existent comme ça. Ces apéros ne peuvent pas être que des apéros où on se parle. Mais nous les concevons comme des points de départ de solidarité nouvelles, pratiques, en milieu populaire. Toutes ces solidarités aujourd'hui interdites, des échanges d'outils. En monde rural, ça se fait souvent. Des coups de main juridiques, des coups de main administratifs. Moi, je fais faire des mémoires à mes étudiants et je constate, année après année, que quoi, par exemple? Que les délations des voisins envers leurs voisins au centre des impôts ne cessent d'augmenter. Pour en attendre quoi, par ailleurs? Mais c'est dire l'état de la conflictualité. Alors oui, reconstruire de l'entre-soi un peu sympa, ça peut avoir du sens, par ailleurs. Comme point de départ. Comme point de départ de quoi? De jardins partagés. Les jardins ouvriers, c'était une tradition dans beaucoup de... Et ça l'est encore d'ailleurs, y compris dans le Nord. Les échanges de services, des amours improbables, pourquoi pas? Il suffit de très peu souvent pour changer un vote. Est-ce une grande nouveauté que de dire cela? Est-ce très neuf? Non, c'est très banal en fait. Puisque si l'on se rappelle l'histoire du mouvement ouvrier, où s'est construit le mouvement ouvrier? On pourrait croire dans les usines, mais très largement, Alain, ce fut, et d'ailleurs, pour la bonne cause, mais aussi de moins bonne façon, c'est-à-dire avec des dérives très masculinistes. Mais néanmoins, ces bistrots ouvriers, pour nous, les apéros d'aujourd'hui sont les bistrots d'ouvriers d'hier. Entre l'usine et chez soi, les ouvriers passaient par les troquets. Et dans les troquets, ils mélangeaient leurs amertumes et leurs rires, ils mélangeaient leurs heurts contre les patrons, ou avec les patrons, ils mélangeaient les solutions pour s'en sortir. Et c'est ainsi que ces bistrots ouvriers, de 1890 à 1920 pour aller vite, furent les vecteurs par excellence de la politisation socialiste, de la politisation libertaire. C'est ça que nous voulons réinventer. On va proposer une rencontre nationale le 1er juillet, une fois que la séquence électorale sera enfin terminée,
pour essayer de multiplier partout ces apéros. Pendant 5 ans, souvent, dans les quartiers, dans les villages, mais aussi dans les entreprises. Car oui, en discutant avec beaucoup de copains, notamment de la CGT, j'ai fait un certain nombre de présentations du livre dans des unions régionales de la CGT. Bon, souvent les gens me disent, pour les apéros, on est d'accord. Dans les facs aussi, les gens disent, on est d'accord, on y va. Mais en même temps, sur quel créneau? Un combat social. Ces apéros, nous voulons que ce soit un mouvement social, mais une chose est bien certaine, c'est que c'est un combat social, et que c'est un combat social rapproché, au plus près même de ceux qui votent Front National, et qu'on ne voit jamais. Parce que nous restons très souvent, mais nous restons très souvent, moi, nous, entre nous, dans une sorte d'endogamie sociale qui est bien sympa, mais qui en même temps change quoi? À ne convaincre que des convaincus d'avance. Et oui, il peut y avoir, là, du fight, j'allais dire. On peut s'engueuler. On peut entendre des choses qui seront insupportables. Mais, en même temps, les autres ne seront pas vus comme des menaces fantasmées, mais au moins seront vus comme des personnes. Pourront répondre. Et je termine par cette phrase. Il suffit parfois d'une seule réponse pour abaisser bien des niveaux de conflictualité, bien des malentendus. Il suffit de rien, une phrase, pour que bien des préjugés tombent. Le voisin que j'ai là, qui, bon, maintenant ne vote plus Front National, enfin, je suis quand même servi, puisqu'il suffit d'ouvrir une fenêtre chez moi pour avoir un drapeau bleu, blanc, rouge tonitruant. Au départ, j'ai cru que c'était pour la Coupe d'Europe de foot, mais enfin, comme il reste, non, c'est pas ça. Dans le petit hameau où j'habite, il y en a plusieurs, d'ailleurs, dans tous les bourgs que vous voyez dans l'Aisne, le drapeau français, en veux-tu, en voilà. Pour moi, le drapeau français, c'est le drapeau des massacres coloniaux, c'est le drapeau des boucheries dans les tranchées, c'est le drapeau des gendarmes à cheval chargeant les manifestants pour les tuer, c'est le drapeau du métro Charonne, c'est le drapeau, certains disent, de la révolution bourgeoise, oui, mais certainement pas du monde ouvrier international, certainement pas de l'autogestion libertaire, certainement pas de l'écologie, certainement pas du droit des personnes gays, lesbiennes, trans, ou etc. Bref, c'est un drapeau que je n'aime pas beaucoup. Et c'est un drapeau qu'on voit partout. Ouais. Et de plus en plus. Et vous croyez que tout ça n'a pas d'effet dans la légitimation du clivage patriote et puis les autres de la merde? Ça a de l'effet, bien sûr. Donc, je ne sais pas si l'exploitation coloniale n'existe plus. Je crois qu'elle existe, sous des formes différentes. Et d'ailleurs, c'est au principe de tellement d'interventions militaires. Qui produisent autant de conflits qu'ils en règlent. Mais une chose est certaine, c'est que la manipulation de ces emblèmes patriotiques sur un mode insécurisant fait le jeu du Front National. Je pense que ces 5 dernières années constituèrent de la publicité gratuite pour le Front National, très fortement. Bon. Il n'y a pas de raison tellement pour que ça change. Eric, ce voisin très sympa, toujours la chose suivante. Il dit, moi tu sais, j'ai longtemps été raciste, hein, je te le cache pas, enfin moi je te le dis, j'étais raciste. J'étais raciste, bon, pas contre les Arabes, parce que sa femme est marocaine. Et qu'il adore sa femme, qu'il adore les enfants de sa femme, qu'il adore ses grands-parents, avec lesquels d'ailleurs il jardine dans sa serre. Mais les Noirs, non. Les Noirs. Et ça tenait, ironie de l'histoire, à un chèque en blanc qu'un Noir avait fait. Sa femme, Anissa, est vendeuse dans une boutique. Un Noir un peu blanc, c'est-à-dire bien comme un blanc, quoi, avec une cravate, etc. Elle avait acheté plein de fringues, elle lui avait fait un chèque, et le chèque, elle avait failli se faire virer parce qu'elle l'avait pris, bien sûr. Pourquoi elle ne l'aurait pas pris? Et
Et c'était un chèque en blanc. J'étais déjà raciste, mais alors là... Et puis alors, c'est la seule fois où ils sont sortis de France, ils sont partis une fois au Club Med avec sa femme, sur une île à côté au Sénégal. Ils étaient là, ils trouvaient que c'était un peu bling-bling, qu'ils aimaient pas, etc. Et les seules personnes avec qui finalement ils sympathisaient, c'était le personnel de service de l'hôtel. Et le soir, notamment, il restait avec eux, il discutait, et surtout, lui, il aime bien jouer au domino, parce qu'en Picardie, on joue au domino. Il aime jouer au domino. Il est revenu en disant, mais les mecs, mais attends, je gagnais, alors qu'il gagne tout le temps. Les mecs, mais attends, je gagnais pas, ils sont balèzes. Hein. Alors là, jamais plus je serai raciste. Il suffit de peu de choses parfois pour changer. Donc, je pense que il s'agit dans l'éducation populaire d'une révolution que ce mouvement des apéros. Parce que l'idée est d'avoir des effets, c'est un beau concept, des effets essentiellement secondaires. Peut-être connaissez-vous ce concept de Jon Elster, d'effets essentiellement secondaires, c'est-à-dire de choses qui ne peuvent être atteintes que dans la mesure où elles ne sont pas cherchées. Exemple, le sommeil. Si vous voulez dormir, une chose certaine, vous ne dormirez pas. Par contre, le sommeil est un effet essentiellement secondaire de plein de choses. Peut-être de sa fatigue, peut-être d'avoir entendu un conférencier soporifique. Je crois que la repolitisation des catégories populaires sur un logiciel anti-Front National sera un effet essentiellement secondaire des solidarités pratiques en milieu populaire que nous arriverons à reconstruire. Et c'est un sacré défi que cette histoire. Et oui, c'est un combat social rapproché. Il s'agira effectivement d'aller côtoyer des personnes qui ne sont pas comme nous. Et d'accepter de les entendre, d'accepter aussi, souvent, de ne pas les entendre. C'est-à-dire de fermer les écoutilles. En se disant, mon petit bonhomme ou ma petite bonne femme, tu changeras d'avis dans 2-3... Peut-être dans 2-3 vers, c'est pas sûr, mais une fois qu'on aura fait 2-3 trucs ensemble, et des trucs et des machins, peut-être tu changeras d'avis. C'est pas sûr, mais peut-être. Et donc c'est une vraie, je pense, aventure, hein, que d'essayer de développer ces actions inédites. J'ai parlé trop longtemps, excusez-moi.